et incidents de la vie. Et les délibérations étaient mélangées dans mon dossier. Mais on va s'en sortir. Donc, ouverture de la séance du conseil municipal ce soir à 18h45. Avant toute chose, je vous informe de la démission de son mandat de la conseillère municipale, Madame Jade Morenas, pour cause de déménagement, puisqu'elle réside à présent dans le Gard. Et ainsi, conformément à la loi, j'ai informé Madame Marie-Pierre Orsion qu'elle était appelée à siéger en tant que conseillère municipale, ce qu'elle a accepté. Je la déclare donc installée et lui souhaite la bienvenue. Constatation du quorum. Nous avons plusieurs procurations. Madame Roll dans procuration, Monsieur Souk. Madame Gagé dans procuration, Monsieur de Valtener. Monsieur Renéraud dans procuration, Monsieur Bertana. Madame Thomas dans procuration, Madame Favre-Second. Madame Saint-Jean dans procuration, Madame Pratt. Madame Pellissier dans procuration à Monsieur Foin. Et Madame Blanc donne procuration à Madame Dubois. Nous avons donc 22 présents ou présentés, 22 présents, et 7 personnes représentées, aucun absent. Le quorum est atteint. Je vous remercie. Désignation du secrétaire de séance. Je propose de désigner Monsieur Nicolas Chastel comme secrétaire de séance. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Approbation de l'ordre du jour. Je vous propose d'adopter l'ordre du jour de notre séance qui comporte 17 délibérations. Y a-t-il des observations sur ces délibérations pour l'instant? On peut passer au vote. Y a-t-il des contre, des abstentions? Je vous remercie. Communication des décisions du maire. Le dossier de séance comporte les décisions du maire dont vous avez pu prendre connaissance. Avez-vous des questions ou des observations à ce sujet? Je vous en prie. Oui, alors j'ai vu la délibération que vous avez, enfin la décision que vous avez portée le 19 mai. C'est une demande de subvention auprès du département du Vaucluse au titre de la répartition du produit des amendes de police. Vous m'entendez là? Oui, parfaitement. Voilà, donc il y a celle-là voilà, je voulais savoir le montant. C'est laquelle, excusez-moi? Alors, c'est la décision du 19/5/2025. C'est portant sur une demande de subvention auprès du département du Vaucluse au titre de la répartition du produit des amendes de police pour l'année 2025. Oui, vous savez que c'est le département donc, qui les perçoit et qui fait une répartition en fonction d'eux. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais le montant Je n'ai pas le montant, il n'est pas précisé. Voilà. Il n'est pas précisé, mais on vous le dira. En fait, je ne sais pas s'il a été obtenu d'ailleurs. Non, pour l'instant, c'est pas passé. Il n'a pas été voté encore. C'est pas passé, c'est pour ça. Voilà. Voilà, mais on a fait la demande quand même. Okay. Bah, écoutez, dès qu'on l'a, on vous informera. Et puis la deuxième, c'est sur une demande de subvention auprès de la région Sud dans le cadre du dispositif Région Sud, la région Sur. Savoir aussi quel montant et pour quel équipement vous avez demandé cette subvention. C'est laquelle? Vous avez le numéro? La 5 tout de suite après. Ah, tout de suite après? Alors, on parlait de celle du 19 mai tout à l'heure, donc celle qui suit. C'est celle du 23. Mais portant sur une demande de subvention auprès de la région Sud dans le cadre du dispositif Région Sud, la région Sur. C'est bizarre, je ne vois pas le 23 mai. Non. Oui, mais je pas sur mon truc là. Ben écoutez, dès que je la trouverai, mais je suppose que c'est pareil. Je ne sais pas s'ils sont pas en plénière ce soir là, où ils étaient hier peut-être à la région. D'accord. Voilà, donc vous nous donnerez les montants quand même. 85 000, non? 85 000, d'accord. Ah, c'est le numéro 85 ou 85 000? Non, 85, c'est le numéro. Non, c'était le montant qu'ils nous ont été attribués.
Oui, c'est €1,80, mais on n'a pas de montant. Non, mais on me donnerait. On n'a pas de montant. Voilà. On a une précision, mais pas celle que vous vouliez. Ben, écoutez, ces deux-là, c'est noté, on vous les fera passer. Et alors après, donc, c'est l'administration générale, désignation d'un avocat, maître Laurent Frolich, dans le cadre d'une procédure judiciaire concernant la distribution des repas de substitution de la restauration scolaire. Voilà, c'était pour avoir une explication. Ben, c'est exact, hein, on a fait appel et donc on a pris un avocat spécialisé. On a fait appel, c'est-à-dire? Vous avez fait appel, c'est-à-dire? On a fait appel d'une décision de justice. Il y a quelqu'un qui parle. Vous voulez assister? Vous pouvez assister si vous voulez. Ah bon, d'accord. Très bien. Bonsoir, monsieur. Vous pouvez, c'est pas bien. Oui, c'est quelle décision de justice? C'est la décision, je crois, sur les repas de substitution. D'accord. Donc vous avez fait appel à un avocat? C'est ça. D'accord. C'est en cours. Bon, il nous faut cette fois-ci. C'est ça. Merci, madame. C'est bon. Allez. Voilà, cette fois, elles sont dans. Ok. Très bien. Donc la première délibération, numéro 27, approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 1er avril. Le procès-verbal de la séance du conseil municipal qui s'est tenue le 1er avril 2025 a été établi par le secrétaire de séance désigné en la personne de Nicolas Chastel. Il est donc proposé aux membres de l'Assemblée délibérante de le valider. Avez-vous des observations? Je l'avais demandé tout à l'heure. Oui, oui. Comme c'était tout mélangé, bon ben très bien. Donc il n'y a pas de contre, il n'y a pas d'abstention. Non. Je vous remercie. Délibération numéro 28, attribution d'une aide financière pour la construction d'un nouveau groupe scolaire. Madame Fabre, s'il vous plaît. Alors, délibération numéro 2025. C'est bon? Oui. Délibération numéro 2025-06-028. La communauté d'agglomération du Grand Avignon a mis en place un fonds de soutien à l'investissement des communes. Pour la mandature 2020-2026, la ville de Morières s'est lui attribué la somme de 730 400 €. À ce jour, 52 360 €, 52 362 € n'ont pas encore été attribués. La commune a donc demandé en début d'année à mobiliser ce solde dans le cadre de la construction du nouveau groupe scolaire, ce qui a été approuvé par le conseil communautaire lors de sa séance du 17 mars dernier. Ainsi, sur les 730 400 € dévolus à la commune, 702 362 € auront été mobilisés pour la construction du nouveau groupe scolaire. Je précise que ce montant fait du Grand Avignon le plus important cofinanceur de cette opération. Donc, en complément, si vous voulez, on a financé le goupil du service technique, le véhicule aménagé pour le service entretien et 3 vélos, 2 qui sont de la Maison des Jeunes et 1 à l'APF. Il nous est donc demandé de bien vouloir approuver le versement de cette subvention d'un montant de 52 362 €. Monsieur le maire. Merci Madame Fabre. Des observations? Non, simplement remercier le Grand Avignon. Oui, absolument, et vous pouvez le dire, et je le dis aussi, c'est le plus gros contributeur. Merci bien. Donc, et contre, abstention, unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 29, demande d'aide financière auprès de la préfecture au titre du dispositif Fonds Vert, maire bâtisseur, 2025. Madame Fabre. Dans le cadre du Fonds Vert, un nouveau dispositif a été créé, le dispositif maire bâtisseur.
Celui-ci a pour objectif d'aider financièrement les communes qui produisent du logement, notamment du logement social, avec une construction de haute qualité environnementale. Pour la commune de Morières, un seul projet est éligible, la résidence intergénérationnelle au Sumel. Cette dernière comportera 78 appartements et la ville peut prétendre jusqu'à 5 000 € de subvention par logement. Ainsi, il est proposé de déposer une demande de subvention auprès de la préfecture de Vaucluse, chargée de l'attribution du fonds vert, à hauteur de 390 000 €, soit 5 000 € par logement. Monsieur le maire. Merci. Bon, espérons que cette fois, les préfectures auront des dotations plus importantes que ce qu'ils avaient eu avec la DETR et le ZIL, comme disait notre ancien préfet. Avez-vous des observations? Oui, donc c'est vrai que la semaine dernière, avec Mme Pratt, on a tenu une réunion où j'informais de ces aides qui allaient être allouées aux communes, notamment pour les logements sociaux. Par contre, ce matin, on a appris une mauvaise nouvelle, c'est que le préfet de région ne veut plus subventionner pour le neuf. Et ce sera uniquement pour les réhabilitations ou l'amélioration de l'habitat. Donc là, on est en train de faire une action auprès du préfet du Vaucluse pour qu'on puisse revenir sur cette décision du préfet de région. C'est fou ce genre de décision que prennent les autorités parfois, quoi. Totalement incompréhensible. On vous force la main pour faire du social. On fait du social. Il faut qu'il soit de qualité pour que vous puissiez faire travailler des entreprises. Alors on le fait. Et donc après, on a des prix planchers qui dépassent le coût du social habituel. On veut que les gens soient bien logés. Et puis on vient vous dire, c'est très bien ce que vous avez fait. Malheureusement, on a changé d'avis. On va essayer de faire le Va comprendre, Charles. Enfin. Voilà. Mais on va quand même voter cette délibération, bien sûr. Emmanuel. Enfin. Bon, de toute façon, il faut le voter quand même, quoi. Hein. Donc, des contre, des abstentions. On est tous pour. Je vous remercie. Unanimité. Délibération numéro 30, rachat du foncier des Sumel à l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'EPF PACA. Monsieur Jousselin. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Donc comme vous le savez, le conseil municipal a approuvé le rachat du foncier des Sumel, hormis le foncier dédié à l'intergénérationnel, à l'EPF PACA. Ce rachat doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2025. Il convient à présent d'autoriser Monsieur le maire à signer la promesse de vente consentie par l'EPF PACA ainsi que tout document y afférent. La délibération rappelle le montant total de l'acquisition qui avait déjà été présenté à plusieurs reprises ici en conseil municipal, soit 2 557 000 €. Il est également précisé que le paiement se fera via un différé de paiement, avec une première échéance fin 2025, une deuxième fin 2026 et une troisième fin 2027. La signature de l'acte définitif de vente interviendra au plus tard le 1er décembre 2025 et la commune sera alors entièrement propriétaire du foncier concerné. Et je rappelle donc que cette acquisition ne comprend pas le foncier dévolu à la résidence intergénérationnelle qui sera directement cédée, elle, au bailleur social par l'EPF PACA. Le bailleur social qui est Eria. Enfin, c'est des vendus. Pas encore, il y avait le délai. Non, mais Monsieur Jousselin a dit que ce serait cédé à Eria. Le terrain ne sera pas cédé, il sera vendu. Non, il sera vendu. Oui, écoute, bon, vous avez tous compris. Ce serait trop beau. Non, c'est bien ça. C'est bien ça, bien sûr vendu. Ok, on passe au vote. Y a-t-il des contre? 6 contre? Ok, très bien. 6 contre, adopté. Délibération numéro 31, gestion des biens opérations immobilières effectuées par l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de l'année 2024. Monsieur Jousselin.
Donc, comme chaque année, le conseil municipal doit prendre connaissance des cessions et acquisitions réalisées par l'EPF sur le territoire de la commune au cours de l'année N-1, ainsi que l'état des stocks détenus par ce dernier au 31/12 de l'année N-1. Le 2 avril dernier, l'EPF nous a transmis cet état des stocks. Ainsi, en 2024, aucune cession ni acquisition n'a été opérée par l'EPF PACA sur la commune. Le tableau reste donc inchangé par rapport à l'année 2023. Au 31 décembre 2024, l'état des acquisitions sur le site des Sumelles fait apparaître une dépense de 3 128 000 € et sur le site République 2 773 000 €. Deux chiffres totalement identiques à ceux de l'année précédente. Merci. Des observations? Non? Et contre? Si, une petite Ah, observation. je ne l'avais pas vu, excusez-moi. Concernant l'horloge, vous savez, qui est accolée au mur de cette maison, qui est un bien communal, un patrimoine communal. Vous parlez de l'ancien poste de police? Oui. Vous êtes peut-être, de mémoire, c'est pas là, excusez-moi. la 15e qui me pose la question. Non, on ne va pas la mettre à la poubelle. Non, excusez-moi. Ça va pas faire comme la plaque là-bas où il y a tout un défilé qui est venu pour la plaque. Non, rassurez-vous. D'ailleurs, on fera une consultation, je pense, parce que, bon, je pense qu'une fois vendue à cet endroit, elle ne peut pas rester, mais ça serait bien qu'elle se trouve en ville quelque part, quoi, pour qu'elle puisse être consultée. Voilà. Alors, si elle ne fonctionnait pas, parce que c'est surtout la question qu'on m'a posée, c'est parce qu'on avait coupé le courant du poste de police et donc elle n'était plus. Alors j'avais demandé à ce qu'au moins on trouve et qu'elle marche, parce que tous les mercredis j'ai droit à ça. Tous les mercredis. Mais c'est notre délibération, excusez-moi. C'est pas grave. On y reviendra avec plaisir. Bon, donc là, oui, c'est pour celle-ci, là, il y avait... J'étais juste prendre connaissance, c'est ça, hein, pour le PF. Délibération numéro 32, la vente notariale interactive des locaux du 6 rue de la République. On y arrive, là, Madame Dubois. Monsieur Jousselin. Donc, le bâtiment situé au numéro 6 de la rue de la République est une propriété communale qui a abrité les locaux de la police municipale jusqu'au début de l'année 2025. Avec la création d'un nouveau poste de police, inauguré début mars, ce bâtiment est à présent vide. La municipalité souhaite donc le céder afin qu'il soit réhabilité et aménagé. La surface utile est de 242 mètres carrés, auxquels s'ajoutent 62 mètres carrés de grenier, qui est en partie aménageable. Il est proposé de passer via la vente notariale interactive, VNI, qui a été notamment fructueuse dans la cession d'autres biens communaux en centre-ville au cours des années passées. Le mandat de vente sera proposé à l'étude notariale de maître de grève situé sur la commune. L'estimation de France Domaine est de 228 600 €. Cependant, les recherches de la municipalité afin de trouver un acquéreur ont été jusqu'à présent infructueuses. Par ailleurs, le bâtiment est vétuste et d'importants travaux de réhabilitation sont nécessaires. La commune propose donc un prix d'appel à 205 000 €, soit la valeur vénale estimée par France Domaine avec une décote de 10%. Ce prix est un prix de vente minimum qui pourra être amené à augmenter dans le cadre de la vente aux enchères à venir. À titre de précision, nous rappelons que la réglementation du plan local d'urbanisme autorise aménagement de logements ou bureaux dans cet immeuble. Merci, Monsieur Jousselin. On a fait cette décote parce que, bon, vous savez, les bruits courent toujours quand il y a un bâtiment qui va être vendu ou qui va être réhabilité. Et on a eu 3 entreprises qui se sont présentées qui étaient susceptibles d'être intéressées. Donc on a fait visiter, un ou deux de leurs représentants est venu avec plusieurs personnes faire du laser, machin, des mesures, des photos, etc. 2 personnes n'ont donné aucune suite et nous avons eu une proposition qui était à 150 000, que bien entendu nous n'avons pas donné de suite. Je crois que
mon collaborateur vous l'avez expliqué ça. Et donc c'est comme ça qu'on a dit on applique l'adéquate. C'est vrai que eu égard ils ont mis en exergue, c'est lui de faire ça, il faut soutenir là-bas, donc il faudra la charpente. Bon bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. On utilise le même circuit de vente aux enchères par les notaires. Pour l'instant, ils ont eu la main heureuse. Et s'ils ont plus, comme ils sont intéressés à la vente, bien entendu, espérons que ça se vendra au-delà de ces 205 000. Voilà. Sur cette décision, y a-t-il des contre? Ah oui, alors, bon, pour l'instant, elle tourne, elle est là, mais le jour où il y aura vente, bien entendu, on ne va pas la laisser, on va la récupérer, puis bon, je pense qu'il faudra se concerter quand même, parce que c'est devenu un événement, ça ici, et je reconnais que bien sûr, on est tellement habitués qu'on passe, on lève les yeux pour voir l'heure. Voilà. Bon, donc, on la récupérera. On est habitué. Démonté par les services techniques, bien entendu. Comme on avait fait pour la fameuse plaque là, et qu'ils avaient bien conservé et même réhabilité. Très bien, donc il y a unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 33, renouvellement du contrat de concession pour la distribution de gaz sur le... On n'a pas voté. Ah, ben si, j'ai posé la question, il y a des contre, des abstentions. Personne n'a répondu. Ah, contre, d'accord. Dès que j'avais posé la Si question. je peux me permettre, Madame Dubois, on pourrait avoir une explication pourquoi vous votez contre? Enfin, Ça m'intéresse fortement. C'est dans la logique de cession des différents actifs de la ville de Morières. Donc même si cet actif effectivement est ancien, à chaque fois on a voté contre, puisqu'on considère effectivement qu'il y a peut-être d'autres projets qui auraient pu être menés sur ce site il faut et sur ce bâtiment. s'écroule, quoi. Donc c'est pour ça qu'on vote contre. On en fait quoi alors? On le rénomme. Bien sûr. Alors, non mais je vous en prie. Merci pour votre réaction. Donc, oui. Alors, Il y a des aides. On peut trouver des aides pour la rénovation. on peut trouver aussi des associations qui peuvent être intéressées pour récupérer effectivement ce bâtiment, peut-être à ce prix-là. Vous avez fait effectivement venir des associations, des entreprises. Il y a peut-être d'autres projets ou d'autres alternatives, mais on ne le dira pas là. C'est effectivement... Pour l'instant, on a fait venir votre aucune problème. entreprise. Ce sont elles qui sont venues. Oui, on a bien compris. Ils sont présentés. On vous a On n'en entendu. connaissait aucune. On vous a entendu. Aucune, voilà. Et bon, maintenant, on va passer par ce circuit-là et on verra. Mais c'est une décision parce qu'au moins, il conservera sa façade extérieure. Et puis moi, de toute façon, je ne reviendrai pas dessus, mais je peux comprendre que vous voterez contre. On Donc, aurait c'est eu contre. d'autres projets pour ce bâtiment. Voilà. Allez. Notre député qui cherche un local, non? Pour bientôt, non? C'est le député Raphaël Arnaud qui cherche un local, non? Voilà, peut-être à Lyon. Peut-être. Ou à Villeurbanne. Je ne crois pas que ce soit sa circonscription. C'est pas l'ordre du Monsieur jour. Le Canet. Allez, délibération numéro 33, nous y étions. Pour le renouvellement, alors je vais donner la parole à Monsieur Enjolras, qui fait partie de la direction territoriale du Vaucluse, de GRDF, parce que nous avons un bail à renouveler en 2026. Vous avez la parole. Bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Donc votre contrat de concession gaz sur la commune va arriver à échéance l'année prochaine. C'est des contrats sur des durées de 30 ans. Et donc là, ce que je viens vous présenter, c'est le nouveau contrat et les différences avec le contrat actuel. Vous pouvez passer aussi. Ça passe pas? Bon, le temps que ça passe, c'est pas grave, je vais continuer. Ce nouveau contrat, c'est un contrat cadre au niveau national, négocié au niveau national, avec la FNCCR, c'est Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, et France Urbaine, il a été négocié en juin 2022. D'accord ? Donc une fois que ce modèle est au niveau national, il s'applique en local tel qu'il a été validé au niveau national.
Dans notre jargon, on va dire que vous, la commune, vous êtes autorité concédante et que nous, on est le concessionnaire. Donc vous avez l'habitude un peu des réseaux d'eau où c'est des contrats d'affermage, le dégataire sur l'eau ne fait que l'entretien des réseaux. Sur un contrat de concession, le dégataire fait l'entretien et fait l'investissement au titre de la collectivité. Donc vous le verrez plus loin, mais la commune, pour l'instant, a financé zéro dans ses réseaux de gaz depuis que les réseaux sont arrivés sur la commune. Quelques chiffres clés sur la commune. Donc le contrat, il date de juin 1996, donc pour 30 ans, c'est pas ça qui va arriver à échéance. Vous percevez une redevance de l'ordre de 5 000 €. Vous avez 20 km de réseau enterré dans le sous-sol et il y a 850 compteurs actifs sur la commune en gaz, 824 des logements, 16 des bâtiments tertiaires et 10 industriels. Bon, ça, c'est juste pour dire, ça je vais dire deux mots quand même, c'est qu'aujourd'hui le gaz qui est une énergie fossile et carbonée et qui n'est plus tout à fait dans l'air du temps, donc aujourd'hui via la méthanisation et d'autres projets, on espère avoir 20% de gaz vert dans les réseaux d'ici 2030 et être 100% de gaz renouvelable en 2050. Voilà. Il faut à tout prix qu'on décarbone cette énergie si on veut qu'elle ait encore une place sur le territoire. Ça, c'est pour dire la sécurité. C'est une énergie très sensible qui fait quand même assez peur. Donc, on met 1 million d'euros par an au niveau national sur la sécurité des réseaux. Voilà. Et là, on est vraiment contrôlé par la CRE, qui est la Commission de régulation de l'énergie, sur tous ces actes de sécurité sur le réseau. On n'a pas eu d'intervention de sécurité. Donc, l'intervention de sécurité, c'est fuite de gaz ou odeur de gaz. On a eu 2 interventions de dépannage. Dépannage, c'est manque de gaz. Alors, quand il y en a beaucoup, c'est un tractopelle qui arrache une canalisation. Quand il y en a 2, c'est que c'est souvent des gens qui prennent possession de nouveaux logements. Ce logement, on y laisse l'électricité et le gaz pendant 1 mois, au moins quand la personne aménage un week-end, eh ben, elle peut bénéficier du gaz et de l'électricité, et elle intègre son logement et elle dirait à la personne. Donc nous, on ne peut pas la connaître, il y avait de nouveaux compteurs, on voit qu'il y a des consommations, donc on la coupe, quand elle rentre le soir, elle appelle le service dépannage, on renvoie quelqu'un pour les rétablir immédiatement, et il lui laisse 5 jours pour faire les démarches commerciales pour avoir un contrat. Voilà. Donc quand il y en a 2, c'est ça. C'est des gens qui arrivent, ils allument la lumière, ils allument la chaudière, ça marche, ils sont contents. Voilà. Vous allez à Auchan, vous faites vos courses, dans le caddie, il faut les payer. Voilà. On est sur la maille du département à 97% d'intervention de sécurité en moins de 60 dans l'heure. Ce que dit le contrat, on doit être à 95% du temps à moins d'une heure. Non, 95% on doit être à moins de 2 heures et 95% en moins d'une heure. Voilà. Ici, sur le territoire de Vaucluse, ce qui nous pose un peu souci, c'est le territoire d'Apt, où on n'a plus d'agence sur Apt, nous, et quand vous partez d'Avignon, Cavaillon ou Orange, on vous appelle, il faut déjà 1 heure pour y aller. Donc les 3% d'écart fait le territoire d'Apt où on est un peu en souffrance. Le taux de surveillance des réseaux et le taux de défense des robinets, on a tout fait. Je vous dis, la sécurité, c'est important. On a mis en place un nouvel outil qui s'appelle Portail Collectivité Locale. Il faudra que je rencontre vos équipes. Ça donne accès à l'ensemble des consommations des bâtiments publics de la commune, par jour, par mois ou annuel. Aujourd'hui, sur la commune, vous avez délégué un PE qui fait l'entretien et qui paie les factures à votre place. Ce n'est pas ce que vous avez délégué, que vous n'êtes pas impliqué sur la sobriété de vos bâtiments et l'efficacité de vos bâtiments. Donc là, ce n'est pas encore mis en place, mais avec vos services, on le mettra en place pour pouvoir suivre avec votre ingénieur fluide l'ensemble des consommations de gaz de vos bâtiments. Ça s'apparente un peu au système Linky. Alors, Linky, c'est le compteur. Oui, non, je sais. Ouais, Linky, mais c'est le même principe. On peut avoir avec le Linky au jour le jour, pratiquement, et savoir notre consommation, notamment s'il y a une fuite. C'est la même chose. Nous, c'est ce qu'on appelle, c'est le compteur Gaspard, mais c'est la même chose. On doit à votre fournisseur une facture tous les mois sur consommation réelle, pour éviter les estimés. Par contre, en allant sur le site, vous aurez accès à la consommation hebdomadaire et même journalière. Donc le but, par exemple, voilà, quand je le présente aux communes, il y a certains sites, des écoles, des salles des fêtes, qui ne sont pas utilisés en permanence, et de temps en temps, gaz, c'est tout ou rien. Et ça veut dire que pendant les 2 semaines de Noël et 2 semaines de février, s'il n'y a pas de centrale électrique, que l'école n'est pas utilisée, vous consommez quand même en totalité. Donc grâce à cet outil, ça va vous permettre de faire des contrôles de ce type. Et si vous économisez 1 mois sur 4 mois, sans faire beaucoup d'efforts, vous allez économiser 25% des consommations. Okay. Alors ça, c'est le nouveau calcul de la redevance R1 qui est lié à ce contrat. Jusqu'à présent, cette redevance était calculée kilomètres de réseau, quasiment kilomètres de réseau. Ouais. Aujourd'hui, ils ont décidé de mettre un taux de clients sur la concession.
Et automatiquement, les concessions du Sud, puisqu'il fait très chaud, le gaz est en perte de vitesse, normalement, vous aurez dû être pénalisé. Donc vous avez touché pour l'année 4991. Sur la base du contrat qu'on va vous proposer, vous n'aurez touché que 3367. Vous aurez été pénalisé. Donc c'est pas normal qu'on vous pénalise. Donc quoi qu'il en soit, la base, c'est la base 4991. Vous ne pouvez pas toucher moins que l'année précédente. Par contre, au début du contrat, parce que c'est lié au nombre de clients, s'il y a moins de clients sur la concession, cette redevance va baisser un tout petit peu. S'il y a plus de clients, on va augmenter un tout petit peu. Non, on a été pénalisé parce que... Non, vous n'avez pas été pénalisé pour le moment. Ce que je dis, l'année prochaine, en signant, vous ne baissez pas. Si vous perdez 3 clients l'année prochaine, vous allez perdre 4 ou 5 euros. Voilà, c'est pas énorme. Mais automatiquement, et dans la région, pour l'instant, les réglementations sont faites pour être changées. La RT 2012 dans la construction avec l'urbanisation thermique était plutôt favorable au gaz. La RE 2020 qui s'applique maintenant, elle est plutôt favorable à l'électricité. La prochaine, je ne sais pas. Le seul truc que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le gaz, un apport de chaleur représente à peu près 40% en France et que tous les industriels fonctionnent au gaz. Donc aujourd'hui, se priver du réseau de gaz. Ici, on a beaucoup dans le focus d'industrie agroalimentaire, le Cabanor, le Roclor, Liebig, Aptunion, etc. Tous ces gens-là ont des gros fours. À part le gaz, on ne sait pas les alimentaires autrement. Et aujourd'hui, ce réseau de distribution est partagé un tiers par les industriels, un tiers par les collectivités du tertiaire, un tiers par le résidentiel. Si on déshabille le tertiaire et le résidentiel, c'est que les industriels qui vont se les financer. Et là, vous allez avoir et ça c'est vraiment nouveau, c'est des critères de performance. Donc le patrimoine, en gros, c'est le patrimoine comptable par rapport au patrimoine qu'on a dans les sous-sols. Il y a toujours une petite différence et c'est là-dessus qu'on est rémunéré. Donc on va être contrôlé par la CRE commune par commune sur ce patrimoine-là. Et on sait qu'on va être en écart au départ. Par contre, justement, en test, on a 5 ans de test pour se mettre à niveau sur ce patrimoine. Si on n'est plus, on aura des pénalités financières. Et les pénalités, jusqu'au contrat de concession, jusqu'à présent, ça n'existait pas. C'est bien pour contrôler en tant qu'ancien service public, que ce soit la performance de la sécurité et du patrimoine. Après, vous avez un domaine sur lequel vous pouvez choisir, c'est le domaine temps de coupure. Alors, le temps moyen de coupure par client ou le temps moyen de coupure par client coupé. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez 100 clients coupés sur les 700 clients de la commune, on prend les 100 par rapport aux 700. Par contre, vous avez une coupure qui concerne 10 clients. Sur ces 10 clients-là, il y en a 2 qu'on laisse pendant 2 jours sans gaz. On va les voir qui sont restés longtemps sans gaz. Un, c'est dans la masse de tous les clients gaz. L'autre, c'est pendant la coupure, combien la coupure moyenne a été par client. Vous avez le choix de choisir celui que vous voulez. Mon entreprise, je vous dirais de prendre le A. Moi, je vous dis, si vous prenez le B, vous aurez vraiment l'efficacité du dépannage. Il n'est pas normal qu'on laisse des gens sans gaz pendant 2, 3, 4, 5 jours. Voilà. Mais vous avez le choix. Il faudra me dire si vous voulez le A ou le B. Voilà. Et après, vous avez un deuxième critère, c'est le domaine client, donc le taux de satisfaction des clients ou le respect des catalogues des prestations. C'est pareil, moi, quand on dit satisfaction client, on est tous inquiétés quand on mène sa voiture, etc. Et on dit en partant, si vous ne mettez pas 10, c'est une mauvaise note. Donc, soit vous mettez 10, soit vous ne répondez pas. Donc, une enquête client ne veut pas dire grand-chose. Par contre, le catalogue des respects des prestations, c'est vous rentrez dans un nouveau logement, on doit vous faire mettre le gaz sur 10 jours ouvrés. Si on le met 15 jours, on est en dehors. Et on pénalise des familles. Donc, celui-là, par contre, même s'il est un peu contrôlé par la CRE, si vous mettez celui-là, c'est vraiment notre activité de service public et de concessionnaire qui a été mis dans le contrat. Ça sera et là, j'ai mis 2 annexes qui sont importantes. Donc, l'origine du financement, c'est-à-dire que les réseaux sont arrivés dans la commune dans les sous-sols il y a 30 ans de ça. En 30 ans, le coût de ces réseaux, c'est 2 400 000 euros. Sur 2 400 000 euros, vous n'avez payé 0. Et c'est le contrat de gaz qui veut ça par rapport à mes collègues des NEDIS. Les NEDIS, enfouissement des réseaux, article 8, vous financez les types des réseaux. Loi SRUH, vous avez cofinancé pendant quelques temps des extensions de réseau. Nous, ça n'existe pas. C'est GADEF qui finance. Et après, vous avez financé par les tiers. C'est parce que nous, on n'a pas l'obligation de desservir. On est régi par un critère de rentabilité. Donc demain, il y a un bailleur social qui s'installe. Il est à 1 km du réseau. On calcule les recettes qu'on va avoir sur les 20 ans de la chaufferie par rapport au coût du kilomètre de réseau. Si ce n'est pas rentable, on lui demande à lui de financer la rentabilité. Il ne veut pas, on n'a pas le droit de le raccorder. D'accord ? Donc vous avez les tiers qu'on finançait à peu près pour 10% les réseaux, 90% GRDF. Et ces réseaux vous appartiennent. Et aujourd'hui, sur les 30 ans,
si je vous montrais le slide, sur les 2 400 000 euros, il reste à peu près 1 600 000 euros qui ne sont pas amortis par le tarif. Et c'est pour ça qu'on va à 30 ans, parce que les investissements sont très lourds, donc il faut du temps pour amortir l'ensemble de ces réseaux. Et ça, c'est les recettes d'acheminement de GRDF, donc c'est nos recettes sur la commune. Donc 2024, 190 000 euros de recettes, 127 000 euros de charges pour exploiter ce réseau, 160 000 euros de charges d'investissement. Ça veut dire qu'il y a un petit manque à gagner de 100 000 euros. D'accord ? Et malgré ce manque à gagner de 100 000 euros, on est sur une péréquation tarifaire, c'est-à-dire que l'amener des tarifs de gaz de la distribution de GRDF à Morières, à Paris, à Clermont-Ferrand est le même. Donc vous bénéficiez des concessions plus rentables pour avoir ce prix plancher de tout le monde, donc vous bénéficiez de la péréquation tarifaire. Sans ces systèmes de tarifs-là, dans le sud de la France, qui est très chaud, où l'hiver est très court, on n'aurait jamais mis de réseau de gaz. C'est un peu le système du train de poste quand on prenait le train à l'époque, etc. Il n'y avait pas de rentabilité, c'est un peu le même principe. Donc ici, sans ce système-là, il n'y aurait pas de réseau de gaz. Et après, si jamais le système concessif s'arrêtait et qu'on était mis en concurrence, ça fait partie des concessions qui intéresseraient personne parce qu'elle n'est pas rentable. Donc on perdrait les concessions rentables et le privé ne viendrait pas sur une concession. En tout cas, pas au prix actuel d'amener des réseaux de gaz. Est-ce que vous avez des questions? Non. Donc déjà, vous avez dit à peu près 700 clients, c'est ça? On les avait là, je vais vous le redire. 850 compteurs actifs même. 850, Voilà, c'est ça. Et l'implantation, à peu près, c'est plutôt centre-ville, c'est dans les lieux. C'est plutôt centre-ville. C'est plutôt centre-ville. Parce que comme je vous ai dit, comme on n'a pas l'obligation de desservir et qu'on est régi sur les critères de rentabilité, aujourd'hui, dans le lotissement qui sort un peu loin du centre-ville, les réseaux sont loin et on a du mal à faire l'extension et à alimenter de façon rentable sur le lotissement. Donc c'est plus dans le collectif que vous avez des clients que dans l'individuel. Jusqu'à présent, les bailleurs sociaux du Vaucluse, à 80% prenaient la solution gaz. Aujourd'hui, par la réglementation sur le neuf, donc sur les permis qui sont aujourd'hui, le gaz n'a plus sa place. Pour la nouvelle résidence intergénérationnelle, le système de chauffage sera... Je ne sais pas. Je suis incapable de vous répondre. Moi, je n'ai pas de tâton. Mais c'est une bonne question, bien d'appoint d'ailleurs. Après, juste quand même, pareil, que ça soit dans l'esprit des gens quand même. Aujourd'hui, le prix de la molécule électrique, hors pompe à chaleur, qu'on des coefficients de performance, donc le coût de chauffage électrique, pour un particulier, on est à peu près à 25-26 centimes le kilowattheure. Le coût du gaz en individuel, chaudière individuelle, on est à 14 centimes. En collectif et les barrages sociaux, on est plutôt à 9 centimes par rapport à 25-26. Donc aujourd'hui, cette réglementation qui expose aux bailleurs à mettre tout en électrique et bien plus par le temps sans pompe à chaleur, on augmente x3 la facture énergétique des gens qui sont déjà en précarité. Voilà. Je poserai la question à Iria, puisque à Dourève, ils sont en train de terminer, mais il me semble qu'à Dourève et à Nune. Ah ouais. Non, mais pour le chauffage, même pour la cuisine, quoi. Je me renseignerai lundi prochain. Et une dernière aparté, après s'il n'y a pas de questions, j'ai fini. Aujourd'hui, il existe un produit qui est arrivé sur le marché, qui est assez exceptionnel et qui se pose un peu de partout. C'est ce qu'on appelle la PAC hybride, c'est une pompe à chaleur électrique couplée à une chaudière gaz. Quand il ne fait pas froid, c'est la pompe à chaleur avec un coefficient de performance et une électricité propre qui fournit l'énergie. Dès qu'on a un période d'hiver qui fait très froid et elle se dégrade, c'est la chaudière gaz qui prend le relais. Ça évite la pointe d'hiver avec de l'électricité qu'on achète qui est très chère et qui est désagréable. Et ça évite au client final que la pompe ait plus de performance et payer de l'électricité à 26 centimes. Donc on est en gros à 10 centimes en permanence son kilowattheure gaz et électrique sur l'ensemble de l'année. Voilà. Donc ça commence à se poser un peu de partout. Et en plus, c'est à peu près 20% moins cher qu'une seule PAC électrique. Le PAC électrique, ce qui est cher, c'est le compresseur. Et comme là, on n'a pas besoin en hiver, le compresseur est plus petit. Donc ça, les écoles à Toulon l'ont déjà installé, les bailleurs sociaux commencent à l'installer un peu de partout. On est en réflexion ici et en future convention avec le département pour les collèges. Donc dès qu'il y aura ce type d'installation, avec plaisir pour le faire visiter aux ingénieurs fluides et des communes, pour voir un peu ces produits en fonctionnement et que les gens parlent à notre place sur l'efficacité et le coût. Pour la nouvelle école, c'est quoi déjà le système de chauffage qui a été prévu? Je ne me souviens pas. On est en BDM or, donc c'est une biomasse qu'il y a. Donc vous avez le panneau photovoltaïque, la
d'accord, qui vaut, excusez-moi. Vous avez une partie des panneaux photovoltaïques et après il y a un système de souffle, d'accord, voilà, la récupération d'air avec l'extérieur et l'intérieur. Voilà. Pas de gaz, pas d'électricité. Donc là, si j'ai bien compris, il y aura une décision à prendre concernant le choix A ou B pour en cas de... Et c'est tout. Il n'y aura que ce choix-là qui sera fait par la commune. C'est ça, hein? D'accord. Par contre, ce serait intéressant qu'on puisse avoir le contrat parce qu'on n'a pas eu, donc on pourra l'avoir, la copie du contrat. Oui, il n'y a pas de secret, bien sûr. Vous pouvez avoir la copie du contrat, enfin, pas là, mais on peut pas vous la fournir, bien sûr. De toute façon, c'est un renouvellement actualisé, quoi. Oui, oui, et juste ce que je n'ai pas dit, 95% du territoire français est desservi par GRDF. D'accord ? 5%, mais c'est historique, c'est des régies municipales, Strasbourg, Grenoble, voilà. Sinon, 95% du territoire, c'est GRDF. D'accord. Donc, et par principe, on est notre successeur d'office parce que c'est un monopole et il n'y a pas de concurrence sur ce type d'activité pour le moment. C'est la loi qui protège, c'est ce que je vous ai dit. Demain, la loi s'arrête, on discute de ça, mais pour l'instant, voilà. Donc, on est notre successeur, c'est pour ça que je n'ai jamais parlé de négociation. Je voulais présenter le nouveau contrat. Hein. C'est bien ce que je disais. Ok, il n'y a pas d'autres questions? Non? Très bien, donc on vous demande d'approuver le nouveau contrat de concession pour la distribution publique de gaz comprenant la convention de concession, le cahier des charges de concession et ses annexes. Et autoriser Monsieur le maire à signer le nouveau contrat de concession de distribution de gaz qui s'appliquera pour une durée de 30 ans et à procéder à toute formalité tendant à le rendre exécutoire. Très bien, donc on passe au vote. Des contre, des abstentions, unanimité, je vous remercie. Je vous remercie, monsieur. Délibération numéro 34, convention de mise à disposition de locaux au centre communal d'action sociale au premier étage de l'annexe de la mairie, situé rue Général Pierre-Charles de Sérignan. Monsieur Jousselin. Merci, monsieur le maire. Le centre communal d'action sociale occupe des locaux communaux depuis de nombreuses années. Il convient aujourd'hui d'actualiser la convention d'occupation afin d'en préciser les conditions. La convention d'occupation englobe les frais de mise à disposition des locaux, soit environ 80 mètres carrés, une estimation de la consommation des fluides et l'utilisation du matériel municipal. Elle prendrait effet à partir du 1er juillet 2025 et le loyer annuel proposé serait de 14 500 €. Oui, qui comprend bien sûr les fluides et tout le matériel et l'entretien du matériel. Des observations? Non. Des contre? Abstention? Unanimité? Je vous remercie. Délibération numéro 35, modification du tableau des effectifs. À la suite du comité social territorial qui s'est tenu le 2 juin 2025, un certain nombre de suppressions de postes ont été actées. Je précise qu'il s'agit de suppressions de postes vacants et ce ne sont pas des personnes qui ont été révoquées. Que cela soit bien clair. Il est donc proposé de supprimer 26 postes, comme vous pouvez le voir dans le tableau projeté à l'écran. Pour chaque suppression de poste, nous précisons le grade concerné ainsi que le motif de la suppression. Dans le même temps, il est proposé de créer un poste d'adjoint technique principal de 2e classe pour le recrutement d'un technicien réseau et informatique, ce qui fait que nous sortirons
d'un contrat avec une entreprise avec qui nous travaillons depuis des années. Et aussi de créer 2 postes de brigadier chef principal pour l'avancement de grade d'un policier actuellement dans nos effectifs et le recrutement d'un policier supplémentaire. Une fois ces suppressions et créations validées par le conseil municipal, la composition du tableau des effectifs serait la suivante. 168 postes ouverts, 135 postes occupés et donc 33 postes vacants. Avez-vous des remarques, des observations? Non? Très bien, c'est-à-dire qu'on a fait un petit peu le ménage, vous l'avez compris, parce qu'il y avait un tas de postes qu'on n'utilise jamais. Ça ne sert à rien d'avoir tout ça. Très bien, donc l'unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 36. Création d'emplois non permanents. Bon, ça c'était pour les titulaires, bien sûr, hein, vous avez compris. Là maintenant, création d'emplois non permanents pour faire face aux besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité. Comme vous avez déjà pu le constater, nous proposons cette délibération 2 fois par an afin d'assurer la continuité des services municipaux. 3 emplois non permanents relevant du grade d'adjoint technique à temps complet pour effectuer des missions d'agents polyvalents au sein des services techniques et de techniciens de surface au sein du service entretien. 7 emplois non permanents relevant du grade d'adjoint technique pour effectuer des missions d'agents polyvalents au sein des services techniques et de techniciens de surface au sein du service entretien. 2 emplois non permanents relevant du grade d'adjoint administratif pour effectuer des missions d'agents administratifs polyvalents. 3 emplois non permanents relevant du grade d'adjoint technique pour effectuer des missions d'agents de surveillance des écoles maternelles avec CAP petite enfance. 1 emploi non permanent relevant du grade d'adjoint technique pour effectuer des missions ponctuelles de distribution de la revue Montréal Magazine et tout autre document municipal. Ceci nous a été demandé par la DGFIP qui souhaite, lorsque nous recrutons un agent de façon temporaire, donc comme contractuel, ils veulent savoir à quoi il est destiné et ce qu'il fera et pourquoi on le rémunère. Ce qui me paraît tout à fait logique. Soit un maximum de 16 agents, dont certains à temps partiel. En outre, les recrutements ne se feront qu'en fonction des besoins et la totalité de ces postes ne sera peut-être pas pourvue, comme toujours. Enfin, les contrats seront signés pour une durée de 6 mois, du 1er décembre 2025 au 31 mai 2026. Avez-vous des remarques à ce sujet? Non plus. Très bien. Donc, il n'y a pas de contre, pas d'abstention. Unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 37. Création d'emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité. Alors là, je vais le lire. Vu le Code général de la fonction publique, notamment son article L 332-23-1, considérant la nécessité d'assurer la continuité du service public au sein du service périscolaire et restauration scolaire et de respecter les normes d'encadrement, il est nécessaire d'avoir recours à du personnel contractuel pour répondre à ce besoin. Les personnels du périscolaire exercent à titre principal des fonctions d'animation, seront recrutés sur le grade d'adjoint d'animation et rémunérés selon des critères afférents à leur niveau de formation, à savoir premier échelon de l'échelle C1 pour les animateurs sans formation, deuxième échelon à l'échelle C1 pour les animateurs stagiaires ayant débuté une formation d'animation, troisième échelon de l'échelle C1 pour les agents titulaires d'un BAFA, CAP petite enfance, alors BAPAT, B-A-P-A-A-T, certificat de qualification professionnelle premier degré de l'animation. Quatrième échelon pour les agents titulaires d'un BAFD. Cinquième échelon pour les BEES, la France adore les acronymes. Les BPGEPS, ah oui c'est le pire en pire. Les BITEP, alors BE
A, je lis à l'anglaise, TEP et DUT, carrière sociale. CAFME, DEUG et licence STAPS, STAPS. Bon, ça, il y en a beaucoup qui doivent connaître. Licence de l'éducation. Il est donc proposé de créer, tout ça pour ça, vous me direz, 3 emplois non permanents relevant du grade d'adjoint d'animation pour effectuer les missions d'animateur contractuel intervenant au périscolaire à compter du 29 août 2025, rémunéré au prorata des heures effectuées, conformément aux périodes scolaires ci-dessous énumérées. Du 29 août 2025 au 18 octobre 2025, du 3 novembre 2025 au 20 décembre 2025, du 5 janvier 2026 au 14 février 2026, du 2 mars 2026 au 11 avril 2026 et du 27 avril 2026 au 4 juillet 2026. Un emploi non permanent relevant du grade d'adjoint technique principal de 2e classe au 12e échelon pour effectuer des missions d'agent de production culinaire à compter du 1er septembre 2025. Le nombre de postes présentés ci-dessus représente le maximum. Certains pourront ne pas être pourvus si cela ne s'avérait pas nécessaire. Les recrutements de ces personnels se font en fonction des absences d'un surcroît de travail qui nécessite un renfort pour assurer la continuité du service public. Voilà, oui, l'exposé du rapporteur. Le conseil municipal délibère et décide en application de l'article que j'ai cité tout à l'heure, L332-23-1 du Code général de la fonction publique, la création de 3 emplois non permanents relevant du grade d'adjoint d'animation pour effectuer les missions d'animateur contractuel intervenant en période périscolaire, à compter du 29 août 2025, suivant les modalités fixées ci-dessus. Et un emploi non permanent relevant du grade d'adjoint technique principal de 2e classe, 12e échelon, pour effectuer des missions d'agent de production culinaire à compter du 1er septembre 2025. Autorise Monsieur le maire à signer les contrats d'engagement, arrêté de recrutement, précise que les crédits sont inscrits au chapitre 012 du budget communal. Y a-t-il des observations ? Non ? Oui ? Juste une petite observation. Le DUT carrière sociale n'existe plus. Le DUT qui se faisait en 2 ans n'existe plus. Et demain, ça s'appelle le Il est pourtant BUT. dans le texte. Pardon ? Il est pourtant dans le texte. Oui, mais parce que c'est des anciens diplômes. Mais le nouveau, si vous voulez mettre l'équivalent, c'est le BUT maintenant, qui se fait en 3 ans. Très bien, on le note. Je vous remercie. Donc on passe au vote. Des abstentions, des contre, unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 38. Validation du document unique d'évaluation des risques professionnels. DUERP, D-U-E-R-P, ceux qui ne connaissent pas. Le précédent document unique a été adopté par l'Assemblée délibérante lors de la séance du Conseil municipal du 4 avril 2017. Aujourd'hui, il convient de procéder à une refonte afin d'intégrer les nouvelles unités de travail suite à l'évolution des missions de chaque service. Il est rappelé que le document unique d'évaluation des risques professionnels est un document obligatoire pour toutes les collectivités territoriales, quels que soient leurs effectifs. Il recense dans un support commun l'ensemble des risques auxquels les agents peuvent être exposés dans le cadre de leur activité de travail réel et propose des actions de prévention pour réduire ou éliminer ces risques. Il y a pour objectif d'améliorer les conditions de travail ainsi que de préserver la santé et la sécurité des agents. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition aux risques en fonction du sexe, des capacités physiques, âge, mobilité, et des capacités cognitives des agents. Le document est annexé à la délibération et présente pour chaque bâtiment occupé par des agents communaux
les risques pouvant survenir ainsi que le niveau de priorité. Pour chaque risque, une réponse communale est identifiée. Certaines actions ont déjà été effectuées, d'autres sont en cours et d'autres sont à planifier. Avez-vous des remarques? Je dois préciser quand même que c'est un travail de longue haleine, mais vraiment de longue haleine, qui a été concerté avec tous les chefs de service et sur le terrain, étape par étape, par une dame qui malheureusement va nous quitter, elle prend sa retraite. Et je le regrette parce que je ne la connaissais pas, moi je la connais depuis que nous sommes là. Il faut voir le travail de fond, le professionnalisme de cette personne. Alors je vous dis que c'est une usine à gaz qui a 60 et quelques pages, qu'il faut les lire, et dans le truc, je ne sais pas si on peut le faire défiler là, vous avez du rouge, du vert, voilà, ce sont, si vous voulez, les priorités, bien entendu, ce qui est vert est fait, quoi, hein, et après le reste, vous voyez, le rouge, c'est l'urgent. Ça veut dire qu'il y a des endroits, voilà, vous avez service par service, c'est ça. Donc il y a une méthodologie et un programme pour essayer d'y arriver dans les meilleurs délais, si possible. Par contre, ce qui est urgent est urgent, parce qu'il peut y avoir des risques. Je dis que c'est très bien, c'est pas gratuit, ça va coûter cher parce qu'il y a des améliorations à faire et un petit peu d'investissement, mais quelque part, ça peut rassurer nos agents qui vont voir leurs conditions améliorées ou pour le moins sécurisées. Très bien, on peut passer au vote. Y a-t-il des contre, des abstentions, unanimité? Merci pour eux. Délibération numéro 39. Modification des membres de la commission communale, culture, festivités, jumelage, cérémonie. Bon, je ne vais pas vous lire tout l'article. En fait, c'est le fait du départ de Madame Morenas. Madame Marie-Pierre Orsion va donc occuper le poste qu'elle tenait dans la commission culture, festivités, jumelage, cérémonie, où il y a Monsieur Patrick Duval, Madame Fourmand, Madame Saint-Jean, Madame Thomas, Madame Orsion maintenant, et Madame Emmanuelle Blanc. Voilà. Après, tout le monde n'est pas forcément en fonction, mais c'est bien d'y assister le plus régulièrement possible, parce que vous ne pourrez pas dire après que l'orchestre qu'on a choisi ne vous plaît pas, n'est-ce pas? Voilà. Y a-t-il des observations? Pas d'observations, pas de contre, pas d'abstention. Très bien, je vous remercie. Délibération numéro 40. Refus de l'accord local sur la répartition des sièges de conseillers communautaires. Alors, là, je vais le lire, parce que là, c'est la bouffaïs qui m'est montée. Là. La bouffaïs, c'est un terme niçois. Voilà, coup de chaleur. Si vous connaissez la comique Mado, elle l'emploie souvent. Dans la perspective des élections municipales en 2026, écoutez bien, mesdames et messieurs de la majorité, dans la perspective des municipales en 2026, les communes et leurs intercommunalités doivent procéder au plus tard, le 31 août, à la détermination du nombre de sièges au sein du Conseil communautaire selon les dispositions prévues par l'article L. 5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales, le CGCT. À défaut d'accord local, il convient au préfet de fixer discrétionnairement la composition de l'organe délibérant selon une répartition calculée à la proportionnelle, n'appelez pas tout le monde la proportionnelle, hein, à la plus forte moyenne sous la double exigence que chaque commune bénéficie d'au moins un siège et que nulle d'entre elles ne bénéficie de plus de la moitié des sièges. Pas le cas aujourd'hui. Cette double prescription est également applicable à la répartition de l'accord local. Pour la communauté d'agglomération du Grand Avignon, à défaut d'accord local, le nombre de sièges de conseillers communautaires sera fixé par le préfet de Vaucluse à 59, répartition de droit commun.
Après examen du projet, je vous signale qu'aujourd'hui, on est 73. Hein. Mais comme les députés, les sénateurs, on n'a pas un peu beaucoup, on en a plus qu'aux États-Unis. Donc, après examen du projet, l'accord local transmis par la communauté d'agglomération du Grand Avignon, il apparaît, le maire de la commune de Morières-les-Avignon n'a pas été officiellement consulté. La question de l'accord local n'a pas été abordée en conférence des maires, tiens donc, mais au bureau des vice-présidents, au sein duquel le maire, et il n'est pas le seul, il y en a un autre à côté, au Pontet, de la commune ne siégeait pas. Donc on ne sait pas ce qu'ils font et ce qu'ils décident. La répartition proposée introduit un déséquilibre manifeste dans la représentation des communes. Certaines communes se voient surreprésentées au regard de leur population, tandis que d'autres sont sous-représentées, ce qui remet en cause l'équité démocratique. Je signale que pour Morières, on est 3. La commune de Morières est défavorisée par cet accord qui minore sa place au sein de la communauté d'agglomération. Vous avez des communes qui ont 3500 habitants, ils sont 2. Nous, on va faire 10 000, on est 3. Cherchez l'erreur. Donc cet accord qui minore sa place au sein de la communauté d'agglomération, l'accord local prévoit en effet 14 conseillers communautaires supplémentaires par rapport à la répartition de droit commun. Mais le nombre de sièges dévolus à la commune de Morières demeure identique. Le projet d'accord n'a pas fait l'objet d'une concertation suffisante et il n'existe pas de consensus clair entre les communes membres. En l'absence d'un accord local équilibré, il est ainsi préférable de laisser s'appliquer la répartition automatique prévue par la loi, qui apparaît plus neutre et plus objective. Cette répartition de droit commun garantit un cadre légal et proportionnel avec des correctifs encadrés. Vu l'article 52.11-6-1 du Code général des collectivités territoriales, considérant les motifs précités, où il exposait du rapporteur, le conseil municipal délibère et, écoutez bien ce que je vais vous dire, regardez bien les 3 dernières lignes, refuse l'accord local proposé concernant la répartition des sièges de conseillers communautaires appelés à siéger au sein de la communauté du Grand Avignon à l'issue des élections municipales et communautaires de 2026. C'est-à-dire qu'on vous demande de refuser ce qu'a décidé le Grand Avignon. Et on vous demande d'approuver ce refus. Alors ça peut vous paraître, on a déjà eu le cas, mais les choses au moins ont le mérite d'être claires. Alors je pose la question. Bon, je vais vous répondre. Je connais votre réponse, allez-y. Donc bien sûr, nous voterons contre cette délibération, car nous sommes pour le nombre de sièges qui reste inchangé. Ce choix n'est pas arbitraire, bien au contraire. Il repose sur un travail concerté qui a été mené entre les communes et les services depuis plusieurs mois. Le 28 avril, tous les DGS du Grand Avignon ont été réunis. À cette occasion, un projet de délibération a été présenté. Il n'a suscité aucune opposition, y compris de la part de vous, monsieur le maire. Cela montre bien que la proposition de maintenir le nombre de conseillers faisait consensus. Cette décision a été consolidée lors des réunions des vice-présidents et je vous ferai remarquer que vous n'êtes pas que 2 maires à ne pas siéger en tant que vice-président au niveau du Grand Avignon, il y en a 6. Aujourd'hui, vous évoquez un retour au droit commun, mais cela signifierait supprimer 14 sièges, faisant passer notre assemblée de 73 à 59. Et ce seraient des petites communes qui en payeraient les conséquences et perdraient chacune un élu, alors que la commune de Morières, elle, garderait toujours ses 3 sièges. Également, vous dites que l'accord local serait déséquilibré, mais les chiffres disent l'inverse. Sous l'accord local, les communes représenteraient 84% jusqu'à 104%, alors que sur le droit commun, l'écart est de 64 à 112%. Autrement dit,
L'accord local reflète mieux la réalité de notre territoire et est garant d'un équilibre juste pour l'ensemble des communes. Et cet équilibre permet de renforcer la cohésion intercommunale en assurant que chaque voix, grande ou petite, soit bien sûr entendue de manière juste. Voilà, donc nous voterons contre. Très bien, donc on passe au vote. Donc, je peux me permettre d'intervenir parce que ça, moi, c'est des choses que je ne peux pas accepter. Je suis désolé, Madame Dubois, je ne peux pas accepter qu'on diminue le pouvoir de Morières au Grand Avignon. Si vous passez de 59 à 73, Non, Madame, mais vous avez toujours, où vont les 14 élus? Vous avez toujours 3 sièges. Oui, non, mais seulement sur la masse totale, on perd du pouvoir. Et vous cautionnez ça. D'accord? Deuxième chose, ça va coûter environ 300 000 € à la commune du Grand Avignon, enfin, à la communauté de communes du Grand Avignon. Il me semble que l'État, à un moment donné, dans la simplification administrative, on va supprimer les différents millefeuilles. Mais on continue, on en rajoute. Dans l'état où sont les finances de la France, moi, ça me pose encore question. Je me dis, mais où on va? Où va s'arrêter? Où ça va s'arrêter? Et on a évité de justesse la métropole. De justesse. Encore une couche sur le millefeuille. C'est comme pour la ZFE. Pour la ZFE, finalement, on a eu raison de voter contre, hein, puisque vous avez vu maintenant, il n'y a plus de ZFE. Écoutez, jusqu'à preuve du contraire, il n'y en a plus. Mais ça va revenir au grand galop. J'en doute pas. J'ai du mal à la proportion 10 000, 3, 3 500, 2. Dans un vice-président. Non. Alors pourquoi ne pas avoir invité les maires? Vous avez invité les DGS, ok, mais à ce que je sache, ce n'est pas les DGS qui décident. Et je crois que d'après les informations que j'ai, il y a des DGS qui avaient dit on ne prend pas position, on verra avec nos élus. Donc ils n'étaient pas tous d'accord. Il n'y a aucune observation qui est remontée au niveau du Mais il a bien été dit, d'accord, qu'ils allaient concerter leurs élus pour poser la question. Parce que nous n'avons pas eu de remontée au niveau du Grand Avignon. Enfin, c'est encore des arrangements entre amis, et ça, moi, ça... Quoi qu'il en soit, nous, au moins, c'est comme pour la ZFE, on a dit niet, et cette fois-ci, on l'avait pas fait pour rien. On verra bien, mais ce sont les électeurs qui décideront, n'est-ce pas? Voilà. Donc, 6 contre, 23 pour, adopté. Délibération numéro 41. Adoption d'une amende administrative pour dépôt sauvage. Madame Ignaski. Afin de mieux lutter contre l'insécurité et notamment contre ce qui est communément appelé la petite délinquance et les actes d'incivilité, la commune propose la mise en place de la procédure d'amende administrative. Cette dernière permettra notamment aux policiers municipaux de prononcer des amendes à l'encontre des personnes ayant commis une infraction de type contraventionnel. Il est donc proposé d'appliquer les amendes suivantes. 100 € pour un dépôt de mégots, canettes, bouteilles, emballages, masques, mouchoirs, déjections animales et autres déchets de faible encombrement. 250 € pour un sac poubelle, un amas de détritus, de papier, de journaux magazines, de cartons, de cagettes et de caisses. 500 € pour les autres déchets et encombrants moyennement importants, déposés illégalement dans l'espace public d'un volume inférieur à 1 m3. Et 1 500 € pour les déchets de gros volume de plus d'1 m3, tels que des tas de gravats, tas de ferraille et de tout matériau de construction, tas de végétaux, pneumatiques, bâches, électroménagers, mobilier, matériel électrique ou électronique, épaves, fluides, polluants, autres déchets d'encombrement importants. Je précise que la procédure d'amende administrative vient en complément de la procédure pénale, elle ne s'y substitue pas. En marge de cette délibération, Monsieur le maire et moi-même souhaitons aussi saluer le travail de la police municipale dans ce domaine. L'investissement des agents et le recrutement récent d'un garde champêtre ont notamment permis de retrouver plusieurs auteurs de dépôts sauvages en divers endroits de la ville et de les faire condamner. Je vous remercie pour votre attention et je cède la parole à Monsieur le maire. Voilà, on va essayer quand même cette fois-ci de sévir un peu parce que, je dois quand même reconnaître que ça s'est calmé depuis quelque temps. Quelques nouvelles caméras se sont révélées bénéfiques, mais quand tout le réseau sera fin 2026, je pense,
sera équipé, ben là, ça va faire drôle à plus d'un. Mais on ne pourra pas toujours, ne serait-ce qu'au monument aux morts, tous les matins quand je viens, tous les matins. Il y a quelque chose, la vieille poussette, la machin, la table de nuit, le matelas, l'autre fois un paquet de couches, enfin bon. Alors quand il y a du vent, ben, vous imaginez un petit peu le travail, donc sans arrêt. Il faut que les gars qui font le centre-ville passent et repassent. Donc cette fois-ci, il faut les attraper et puis il faut mettre des amendes dignes de ce nom. Pas taper sur les doigts un gamin qui a mis les doigts dans le confiture. Je pense que c'est la seule solution. J'ai vu l'autre jour le maire de Caumont, et ben, ça nous arrive à nous aussi, hein, mais en plus on est juste à côté, quand il ne décharge pas chez lui, il décharge chez nous. J'ai parlé avec le maire du Pontet hier de ça, c'est ras-le-bol, quoi. Hein. Ça devient vraiment insupportable, quoi. Insupportable. Alors que nous avons une déchetterie juste à côté qui ne fait pas payer, quoi. Ça ne coûte rien d'aller les jeter là-bas, quoi. Enfin, je ne sais pas. Donc, désolé, mais c'est la matraque et le portefeuille. Il n'y a pas d'autre solution. Très bien, donc on passe au vote. Y a-t-il des contre, des abstentions? Sinon, il y aura une information à la population par rapport à ces arrêtés, tout ça, là. Bien sûr. On va essayer de le mettre dans le prochain Montréal Magazine, là. Et puis après, de temps en temps, des rappels, on verra avec des rappels sur les panneaux lumineux, voilà, qui nous fassent un petit dessin bien clair et bien significatif, quoi, hein, de ce qui les attend. Un peu comme le style quand vous passez, vous savez, les radars pédagogiques, là, c'est 3 points, 50 €. Vous savez, quand vous dépassez la vitesse à l'entrée de ville, ben voilà, le sac poubelle, ben, c'est 500 €. Ah, cher le sac poubelle. Voilà. Très bien, donc l'unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 42, règlement intérieur des cantines scolaires. Monsieur de Valkener. Comme vous le savez, la commune propose aux familles moriéroises un service de cantine scolaire. Ce dernier est géré en régie municipale et produit plusieurs centaines de repas par jour. Pour l'année 2024, la moyenne est de 554 repas par jour. La commune dispose de règlements intérieurs pour le guichet unique, le périscolaire et l'extrascolaire. Elle ne dispose cependant pas, à ce jour, de règlement intérieur à la cantine scolaire. Afin d'encadrer ce service municipal et notamment de fixer les règles de fonctionnement, il convient aujourd'hui d'adopter un règlement intérieur de la cantine scolaire. Le règlement apporte en effet des précisions sur les menus, les droits et les devoirs des enfants ou encore les tarifs. Je précise en outre que depuis septembre 2024, des personnes extérieures sont présentes durant le temps de la restauration. Il s'agit en effet du personnel de l'association intervenant pour le compte de la municipalité, raison pour laquelle il est également judicieux d'adopter le présent règlement. L'entrée en vigueur se fera au 1er septembre 2025, soit au début de l'année scolaire 2025-2026. Monsieur le maire. Merci. Des observations à ce sujet? Oui, bien sûr. Je vous en prie. C'est surtout, moi, l'article 4 qui m'interpelle. Parce que pour moi, c'est une violation, bien sûr, du principe d'égalité d'accès aux services publics, une mesure disproportionnée et rigide. Donc, je ne vais pas vous rappeler la jurisprudence du Conseil d'État qui stipule bien que lorsqu'une commune organise un service de restauration scolaire, elle doit veiller à ce que tous les enfants puissent y accéder sans discrimination au regard des exigences du bon fonctionnement du service et des moyens humains et financiers disponibles. En limitant toute adaptation des repas aux seuls cas médicaux, cette condition exclut du fait des enfants dont les régimes alimentaires relèvent de convictions religieuses, éthiques ou philosophiques, ce qui est contraire à la jurisprudence. Mais c'est aussi une atteinte de la liberté de conscience est garantie par l'article 1er de la Constitution, qui est le principe de la laïcité, mais aussi l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. La restauration scolaire en tant que service public ne peut imposer un menu unique sans alternative minimale, lorsqu'elle le sait pertinemment que certains aliments ne seront pas consommés pour des raisons personnelles ou spirituelles. Donc, conséquence de cet article, exclusion de la cantine pour de nombreux enfants, inégalité sociale et gaspillage inutile alimentaire. Donc, nous proposons de remplacer cet article par une version beaucoup plus équilibrée et respectueuse des principes de service public,
C'est-à-dire qu'il faudrait mettre toutefois, lorsqu'un aliment ne peut être consommé par un élève, pour des raisons éthiques, religieuses ou culturelles, les familles peuvent demander qu'il ne soit pas servi à leur enfant. Celui-ci pourra ainsi consommer les autres composantes du repas, dans la limite des possibilités, bien sûr, du service. Alors, je vais me permettre de répondre sur le dernier point en premier, et après, je laisserai monsieur le maire répondre. On s'aperçoit que de plus en plus, lorsqu'on va déjeuner en cantine, et j'ai invité dernièrement les fédérations de parents d'élèves, et eux-mêmes m'ont fait la réflexion, qu'on a de plus en plus d'enfants, et surtout ce qui est choquant, en maternelle, qui ne mangent rien. Et quand je vous dis rien, ils se gavent de pain, c'est tout. Donc, on avait décidé avec la cuisine, bon, il y a eu 2 ratés avec le chef de cuisine qui a proposé des spaghettis bolognaises et après c'était une tartiflette, ça n'avait plus lieu d'être, il n'y aura plus ce choix-là qui sera proposé aux enfants, puisque dans ces mets sont mélangés les légumes, les pâtes et la viande, donc on a bien dit au chef de cuisine de ne plus proposer ce genre de plat mélangé, que chaque plat, il devait y avoir des légumes dans un plat et la viande dans un autre. Donc, quand on sert les enfants, et maintenant on en a de plus en plus qui ne veulent plus du tout de viande. Et ça ne concerne pas que le porc, ça concerne le poisson, le bœuf, la dinde, le poulet. Les enfants ne mangent que des légumes. Et quand ils ne mangent pas de légumes, ils ne mangent rien. Et moi, je me permets de dire que pour moi, c'est de la maltraitance d'enfants. Parce que les enfants, sur les ordres de leurs parents, ne mangent rien. Ils se gavent de pain. Quand vous avez des enfants qui rentrent à l'école à 7h30 au périscolaire et qui ne le quittent qu'à 18h, d'accord, l'enfant a juste dans le ventre le petit déjeuner qu'il a pris le matin. Il y a des choses qui interpellent. On peut avoir toutes les convictions religieuses, on peut faire ce qu'on veut, mais on ne peut pas empêcher des enfants en maternelle de 3, 4, 5 ans de ne pas manger. Vous voyez, je suis très surpris de ça. Et je l'ai constaté que dernièrement, on avait fait 2 visites cette année, on a mangé 2 fois à la cantine, et on s'est aperçu que la dernière fois, c'était du chili con carne, c'était un plat mélangé avec du bœuf, hein, mais la viande avait été servie à part des haricots rouges et des poivrons, mais les enfants n'ont rien mangé. Rien mangé. Et moi, je trouve ça très dommageable. Alors, ça c'est un fait. C'est bizarre pour avoir eu mon petit-fils pendant plusieurs années à la maison. Quelle galère pour lui faire manger. Tous les prétextes sont bons, c'est trop cuit, c'est trop cru, c'est sanguinolent. Vous leur donnez ce qu'il faut, c'est des pâtes, de la purée et steak haché frites. Un steak haché frites, c'est ça. Mais bon, pour faire varier, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais moi je me levais de table pour pas m'énerver, quoi. Je peux imaginer avoir 75 ou 80 bambins là qui, un, il refuse, l'autre il veut pas. Alors, bon, bref, c'est ça. Mais pour en revenir à ce que vous vouliez dire, je peux comprendre que l'histoire de la bolognaise puisse poser problème. Effectivement. Pour le reste, et vous le savez, on ne sert pas la viande dans le plat. On le sert à côté. Là, moi, je ne vous la mange pas, mais on la sert. Ça, on est intransigeant avec ça. Après, 6 semaines avant, les menus sont affichés. Je veux dire qu'on laisse bien le temps aux parents et éventuellement, s'ils veulent amener quelque chose, parce que ce jour-là, ils veulent manger, mais il y aura un menu unique. Il faut le savoir. Et on ne va pas déroger à ça. Je suis désolé. On passe au vote. Et contre, imaginez. Donc 23 pour, 6 contre, adopté. Délibération numéro 43. Attribution de 2 aides financières pour l'acquisition de vélos à assistance électrique. Monsieur de Valconer ne participera pas au vote parce qu'il est demandeur. Madame Farr, s'il vous plaît. Alors, délibération numéro 2025-06043.
Il est proposé d'accorder une aide financière à M. Antoine Crémer ainsi qu'à M. Éric de Valkener à hauteur de 100 € chacun pour l'acquisition d'un vélo électrique. Comme l'a dit M. le maire, M. de Valkener ne prendra pas part au vote, comme cela avait également été le cas pour M. Réliro et JMO. Monsieur le maire. Très bien. Y a-t-il des contre? Abstention? Non. Unanimité. Donc 28 pour. Très bien. Eh bien, écoutez, Voilà. je vous remercie. Martine, vous avez quelque chose à dire, non? Non, je croyais que vous aviez un micro devant vous, je me suis dit. Elle va nous chanter une chanson avant les vacances. À propos de vacances, je vous signale que je m'en vais demain matin pour 18 mois, non, pour une semaine. Voilà, je serai de retour le 3 parmi vous. Je vous souhaite à tous ceux qui vont partir en vacances ou qui partiront après de passer en tous les cas un bon été, de profiter de vos vacances parce que la fin de l'année et le début de l'autre vont être déjà pour les événements qui se passent un petit peu partout dans le monde. Soyez quand même prudents. Et bien sûr, l'activité politique qui va s'accélérer. Voilà, en tous les cas, bonnes vacances à tous, bon été et à la prochaine.